Humanitaire, financement des ONG en Afrique, le cheval de Troie de l'Occident, telle est notre grande interrogation, mesdames, messieurs. Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver sur Panafricaniste TV, la chaîne de télévision des panafricanistes qui vous apporte le meilleur de l'information. Bienvenue à toutes et à tous à cette autre édition de Parole panafricaniste entièrement et totalement dédiée à nos téléspectateurs, à tous ceux-là qui nous soutiennent de lundi à lundi. Nous allons dire merci à Cynthia Kudjoe, pour elle, nous la nommons chef de la résistance. Irzaman de 971, ami de la résistance. Patrick Kalin Samlan, chef de la résistance. Mengebi Kesebikan, chef de la résistance. Marine Peg, commando de la résistance. Et Berry TH, ami de la résistance. À vous tous d'ailleurs qui venez de nous rejoindre. Nous vous demandons de continuer à soutenir Panafricaniste TV pour que cette chaîne de télévision qui vous apporte le meilleur de l'information soit indépendante parce que nos ennemis ne dorment pas. Sur ce, entrons dans le vif du sujet ce matin avec une nouvelle interrogation, mesdames, messieurs. Humanitaire, financement des ONG en Afrique, le cheval de Troie de l'Occident, telle est notre grande interrogation, mesdames, messieurs. L'aide humanitaire et le développement sont fréquemment traversés par de nouvelles sémantiques à l'apparence neutre. Elles s'inscrivent dans une politique affichée de réduction de la pauvreté et des vulnérabilités et se structurent autour de termes tels que gouvernance, réduction des risques, changement climatique, résilience, démocratie et j'en passe. La rapide appropriation de cette terminologie par les acteurs de la solidarité internationale ne doit pourtant pas effacer le contenu idéologique de ces concepts. Si dans les années 1980 jusqu'en 1990, des mouvements alternatifs portés par la société civile ont fait preuve de bonté, à l'image des altermondialistes qui émergeaient, laissant entrevoir l'éventualité d'autres modèles économiques, force est aujourd'hui d'admettre que la doctrine libérale est dominante et que les organisations non gouvernementales internationales sont un cheval de Troie de l'Occident sur le continent africain. Certaines ONG, faut-il le préciser, ont souvent plus que des budgets de certains États africains et se comportent comme des dieux sur terre partout où elles foulent le pied en donnant des injonctions aux chefs d'État. Il faut donc comprendre, jusqu'à preuve de contraire, que ces ONG, ces organisations non gouvernementales, ont un calendrier annuel à atteindre et surtout mettre tout en œuvre pour que ce calendrier soit mis en place. Nous nous interrogeons ce matin sur ce sujet parce qu'il est ô combien important et parce qu'il nous tient entièrement et totalement à cœur. Humanitaire, financement des ONG en Afrique, le cheval de Troie de l'Occident, telle est notre grande interrogation. Pour répondre à nos questions, nous sommes avec Albert Anatole ici ce matin, il est directeur de publication du journal Le Cactus, mais surtout journaliste d'investigation. Albert Anatole ici, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour à vous, monsieur Steve Jelongo. Je salue le top management, je salue l'Afrique ainsi que le peuple africain. Je n'oublie pas tous ceux-là qui, chaque matin, font ce qu'il faut pour que justement l'Afrique soit fière d'être le continent, d'être le berceau de l'humanité, la vraie humanité, pas l'humanité des reptiliens et des inhumains. Je salue tous ceux-là justement qui pensent qu'il faut décomplexer la conscience noire, il faut décomplexer justement la perception des Noirs, n'est-ce pas, du peuple africain, de ce qui se passe du côté de leurs frontières, notamment les Atlantistes, les Méditerranéens et consorts. Donc ils ont notre salut ce matin. Je salue spécialement ce matin nos frères de Mayotte, qui, comme vous le savez, c'est d'ailleurs mon coup de gueule ce matin. Monsieur Tizelongo, depuis bientôt 2-3 ans, les ONG, puisque c'est ça notre thématique de ce matin, ne voient pas le génocide et les crimes contre l'humanité qui sont commis par la France de manière officielle à Mayotte, au travers d'une campagne de stérilisation des jeunes filles. C'est officiel, c'est une campagne organisée et officielle. C'est-à-dire, les jeunes filles en âge de procréer sont stérilisées. Le projet, c'est quoi? Il faut réduire, n'est-ce pas, la natalité de la population noire à Mayotte, du côté de Mayotte. Il faut
réduire justement leur taux de natalité, parce qu'il est question d'exporter, n'est-ce pas, des locodèmes à Mayotte, comme ce fut le cas du côté de la Kanaki, c'est-à-dire la Nouvelle-Calédonie, où il était question de réduire la population noire, donc la population, j'ai dit, autochtone, pour qu'elle soit minoritaire, au profit des locodèmes venus de l'Hexagone et les descendants des colons. Voilà le projet de Paris, qui est membre du Conseil de sécurité de l'ONU avec droit de veto. Merci pour l'invitation. Très heureux de vous avoir, Albert Anatole. Ici, une question qui nous intéresse ce matin, humanitaire, financement des ONG en Afrique, le cheval de Troie de l'Occident. Commençons par là, Albert Anatole. Ici, on parle toujours des organisations non gouvernementales. Ces dernières années, ça fait au moins 20 ans aujourd'hui, on se rend compte que ces ONG ont un autre calendrier. Vous savez, les ONG sont présentes sur le continent africain depuis pratiquement l'époque des indépendances. À l'époque, leur présence sur le continent africain pouvait paraître comme étant noble, parce que justement, ils s'investissaient réellement dans l'humanitaire, notamment dans les pays où il se posait des problèmes de famine, des problèmes de santé publique. Donc, elles étaient une sorte de relais, n'est-ce pas, des politiques publiques de certains États dans les domaines, justement, dans le social, culturel, dans le domaine politique, développement, tout ça. Je crois que lorsque l'Éthiopie a connu, à la fin des années 80, des problèmes de famine, ces ONG ont joué un rôle majeur, crucial. Mais sauf que, chemin faisant, non seulement leur mission a été dévoyée, mais en plus, il y a justement des indésirables du tout venant qui est entré dans leur escarcelle. C'est-à-dire les fondations de certains criminels sont devenues leur source de financement. George Soros et consorts, Bill et Melinda Gates, entre autres, sont entrés dans leur affaire pour financer et surtout pour jouer, pour devenir des instruments géopolitiques. Lorsque nous parlons de Transparency International, Human Rights Watch, Crisis Group et consorts, ce sont des ONG qui influencent, c'est-à-dire qui se mettent dans les missions d'influence des politiques de nos États au profit des puissances étrangères. D'ailleurs, ces puissances étrangères, notamment les États-Unis, l'Union européenne et consorts, s'appuient sur leur rapport pour faire du chantage à la plupart de nos États, à nos gouvernants. Je crois que c'est davantage sur le continent africain et relativement en Amérique du Sud, où elles sont davantage plus déployées qu'ailleurs. Je ne crois pas qu'on puisse avoir autant d'ONG, notamment en Asie, c'est-à-dire en Chine, en Corée du Nord, qu'en Afrique. Pourquoi? Parce qu'il s'agit d'un projet qui est porté par les mondialistes, par les libéraux, pour justement fragiliser la plupart des régimes qui ne sont pas favorables, bien qui ne veulent pas s'aligner dans l'ordre du bloc occidental. C'est pour ça que vous avez des trucs comme Médecins sans frontières, ça influence. Vous avez Human Rights Watch, ses rapports influence, c'est commandé. Amnesty International et consorts, c'est le même genre. Maintenant, qui les finance? Parce que c'est celui qui finance, qui influence. Très souvent, sur leur page, sur leur site internet, ces ONG vous disent vivre des dons et des legs de certaines fondations, dont les noms ne figurent jamais sur leur site internet. En fait, il s'agit des relais géopolitiques qui appartiennent à des lobbies qu'ils veulent, n'est-ce pas, infiltrer nos États pour y influencer des différentes politiques, les régimes consorts.
Et très souvent, ces ONG ont tendance à fonctionner en marge des procédures légales et réglementaires. Dans le contexte, n'est-ce pas, des révolutions au Sahel, vous allez constater que le Mali a été le premier pays à interdire le financement des ONG, qu'elles soient étrangères, qu'elles soient nationales. Parce qu'il y a des flux financiers qui arrivent et qui ne sont pas contrôlés, qui ne sont pas toujours contrôlés par l'État central. Et c'est également, quelquefois, des couloirs non seulement de blanchiment d'argent, mais également des couloirs des politiques ou des projets de déstabilisation de nos États. C'est une parenthèse, il y a quelques jours au Cameroun, il y a une ONG, les activités d'une ONG ont été interdites par le gouvernement. Oui. Je crois que c'est le REDA. Une ONG qui reçoit pratiquement près de 10 milliards, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Cet argent, ça ne peut pas servir qu'aux activités de cette ONG. Et qui, en plus, n'a pas une existence légale, d'après le communiqué du ministre de l'administration territoriale. Et en plus, qui perçoit beaucoup d'argent, c'est-à-dire des milliards d'euros, ça veut dire qu'il y a un projet derrière. Dans mon coup de gueule, initialement, je vous faisais comprendre que dans la perspective de l'élection présidentielle de 2025 qui est annoncée au Cameroun, vous avez certains leaders, non seulement politiques, mais également de la société civile, qui sont reçus par les chanceliers occidentales, européennes, c'est-à-dire américaines, européennes, françaises, belges et consorts, à des Nicodème. C'est pour quel projet? Parce qu'en réalité, ces chancelleries violent d'abord, j'ai envie de dire, le dos de réserve auquel ils sont astreints. Je ne parle pas de ces ambassadeurs, ces diplomates. Parce qu'un ambassadeur représente le président de son pays dans le territoire, dans l'état accréditaire. Donc, du coup, il n'est pas affranchi du droit de réserve. C'est-à-dire ne pas se mêler aux problèmes politiques, aux affaires internes de ces pays-là. Mais de manière systématique sur le continent africain, vous avez des ambassadeurs qui se mêlent des activités politiques, soit de l'opposition, soit du parti au pouvoir, qui s'en mêlent des problèmes internes, au point de vouloir influencer le déroulement, n'est-ce pas, des événements, notamment à caractère politique. C'est ça, c'est donc la même chose avec ces ONG ou les leaders, ces leaders de la société civile, notamment des ONG, qui régulièrement font des rapports au profit des chanceliers occidentales contre nos intérêts, les intérêts de nos États et contre les régimes en place. Régulièrement, vous entendez parler des rapports de Human Rights Watch sur une crise réelle ou imaginaire sur quelques espaces territoriaux africains. Vous entendez parler des rapports de Crisis Group International et Transparency qui leur fournit ces données. Vous ne verrez jamais sur le terrain les adhérents de ces ONG. Non. Pourquoi? Parce qu'ils ont des relais locaux, soit au travers de la société civile, c'est-à-dire des ONG, des associations, les médias, des avocats, et consorts, et même des partis politiques. Donc, de manière fondamentale, les organisations non gouvernementales, notamment sur la base internationale, jouent un rôle nocif. C'est le cheval de Troie, pour répondre à votre question. C'est le cheval de Troie et leur activité doit absolument être contrôlée. Dans le contexte, par exemple, camerounais, nous avons retrouvé, il a été retrouvé dans l'ambulance des Médecins sans frontières des armes à destination des armes à destination des terroristes qui tuent les populations civiles au nord-ouest du sud-est. Mais paradoxalement, cette ONG continue de mener tranquillement ses activités au Cameroun,
alors que ces activités devaient être interdites et suspendues. C'est quand même une question fondamentale. Du côté de l'AS, de manière régulière, vous avez les rapports de Human Rights Watch qui sont à charge contre les autorités du régime ou alors contre l'armée. Mais jamais contre les terroristes. Et quand bien même vous voudrez associer les terroristes dans quelques exactions, quoi que ce soit, très souvent il faut y associer l'armée. Comme quoi l'armée se comporte, on met l'armée au même niveau que les terroristes. C'est-à-dire que les éléments de l'armée sont présentés comme les terroristes. Alors que très souvent les terroristes utilisent les populations civiles comme bouclier humain. Et ça ne ressort jamais dans leur rapport. Et tous ces rapports visent à faire quoi? À ternir l'image de nos États à l'international. Même s'il y a bien évidemment des choses à dire contre certains de nos dirigeants relativement à leur malgouvernance. Mais sauf que ces rapports à charge nous posent un gros problème. D'abord, quant à leur crédibilité, mais pourquoi c'est toujours à charge? C'est la grande question. Et pourquoi est-ce que ces ONG ne pensent pas qu'elles soient obligées de respecter leurs activités dans le cadre du respect de la loi et des dispositions réglementaires qui régissent leur secteur d'activité? Naturellement, lorsque vous les suspendez, l'activité, qui est-ce que vous voyez devant vous? C'est un quelconque ambassadeur qui fait un rapport, qui vient jouer les médiateurs, qui vient jouer, n'est-ce pas, les bons officiers, qui vient offrir ses bons offices pour permettre à ces ONG d'être à nouveau actives. Finalement, ces ONG sont-elles au-dessus des lois? Malheureusement, c'est ce qu'on a le sentiment, c'est le sentiment que nous avons jamais dit, ce sentiment que nous avons. Or, toute activité, toute activité qui s'exerce dans un espace territorial est régie par la loi et la réglementation. Qu'elle soit politique, culturelle, sportive, politique et consort, toute activité est régie par les lois et les règlements de la République. Dans le contexte camerounais, il est demandé aux ONG, qu'elles soient locales ou étrangères, de déposer trimestriellement leur rapport. Je crois que c'est trimestriellement leur rapport en 4 exemplaires au ministère de l'administration territoriale. Mais tenez-vous, monsieur, certaines ONG ne remplissent pas cette obligation. Mais elles sont quand même actives sur le terrain et continuent d'exercer tranquillement leurs activités, qui n'est pas contrôlée, pas plus que les flux financiers qu'elles reçoivent. Moi, je connais des responsables d'ONG ou d'associations qui perçoivent des financements intérieurs qui ne sont pas orientés dans les activités déclarées dans leur, n'est-ce pas, dans leur statut, bien dans leur statut. Oui. Mais ces financements sont destinés à autre chose, d'autres activités, c'est-à-dire dans la construction des meubles, ou des activités pastorales et autres. C'est-à-dire qu'ils sont détournés et ne sont même pas déclarés. Donc, de plus en plus, vous constatez qu'il y a comme une sorte d'hémorragie. En tout cas, je parle du contexte camerounais. Vous avez comme une sorte d'hémorragie des chantiers qui poussent comme des champignons. Mais il s'agit des opérations, des projets de blanchiment d'argent. Monsieur Ngoz, lorsque vous recevez de l'argent de l'argent de l'extérieur, oui. Mais vous êtes soumis à un questionnaire digne des services de renseignement. Exact. C'est-à-dire, on vous connaît où vous habitez, combien d'enfants vous avez, si vous êtes marié, si vous êtes célibataire, si vous êtes polygame. C'est-à-dire, on veut tout savoir sur votre vie. C'est-à-dire, on vous soumet à un véritable interrogatoire. Mais parce que justement, ils ne veulent pas que ces fonds se retrouvent entre de mauvaises mains. Du coup, ils veulent savoir qui est le destinataire de ces fonds. Mais pourquoi veulent-ils pourquoi veulent-ils que le contraire soit fait chez nous? Que le contraire existe chez nous, si vous voulez. Non. Il faut que nous sachions, que nos autorités se rassurent de la provenance de ces fonds.
Nous avons de plus en plus des services étrangers qui envoient des flux financiers dans nos pays pour des raisons, pour des projets de déstabilisation de nos États ou de coup d'État, d'achat d'armement. Nous en avons connu au Sahel. Et il n'y a pas très longtemps, on a connu plusieurs cas similaires du côté de la République centrafricaine. Est-ce que nos autorités sont souvent complices? Et qu'est-ce qui empêche d'ailleurs à ces autorités d'interdire ces ONG sur les territoires africains? Non, je pense qu'il y a comme une sorte de complaisance. Vous savez, dans nos pays, dans nos enclos coloniaux, tout ce qui touche, chaque fois qu'ils se heurtent ou bien ils flirtent avec une ONG qui a des assises dans quelques chancelleries occidentales, il y a comme une sorte de frilosité. Parce que pour eux, ça dit interférer dans les activités de ces ONG peut rimer à une sorte de crise diplomatique entre les États. Non. Tout à l'heure, je vous disais que lorsque vous recevez un MoneyGram qui vient ici de n'importe quel territoire au monde, mais vous êtes soumis à un interrogatoire à n'en plus finir. Vous remplissez les paperasses des formulaires pour recevoir 500 €, par exemple. Mais pourquoi voulez-vous qu'une ONG reçoive impunément des millions d'euros sans qu'on sache la provenance ou à quoi ça sert? C'est ça qui est la question. Non seulement ça, il y a mieux. De plus en plus, il y a des complicités, il y a même des complicités tant en interne que dans les chancelleries occidentales. C'est-à-dire vous avez des sommes d'argent qui viennent dans les valises diplomatiques. C'est connu. Je ne suis pas en train de révéler si un secret. Vous avez des grosses sommes d'argent qui passent par des valises diplomatiques. Vous avez des armes même qui passent par des valises diplomatiques, monsieur Ngos. Nous en avons vu en République démocratique du Congo. Nous en avons vu du côté de la République centrafricaine, où vous avez des armes qui sont passées par des valises diplomatiques, notamment de l'ONU. Il faut le dire. Donc je pense qu'il y a comme une sorte de complaisance de nos autorités, quelquefois une sorte de complicité, une sorte de laxisme également, parce que, comme je l'indiquais, lorsqu'il s'agit des ONG qui ont des contacts avec quelques chancelleries occidentales, nos autorités ont peur de susciter sur des crises diplomatiques. Non, il ne peut pas exister de crises diplomatiques quand il s'agit de respecter les lois et des règlements de nos pays. Et puis il y a quelque chose que je trouve quand même, je l'ai régulièrement observé, que très peu contrôlent les véhicules des corps diplomatiques, ce qui n'est pas normal. C'est-à-dire, Monsieur Ngos, dans un contexte d'insécurité qui est le nôtre, même les voitures, les véhicules estampillés corps diplomatique devraient être verbalisés, fouillés. Parce qu'il se passe, on transporte des choses, de très mauvaises choses dans ces voitures-là. Mais parce que justement, on pense que c'est des véhicules diplomatiques, on estime que il faut leur donner un blanc-seing, c'est pas passé. Je crois qu'il est important que désormais, qu'il soit institué des contrôles dans ces voitures. Dans ces voitures, vous avez de l'argent qui est transporté, des fonds illicites qui ne sont pas déclarés. Vous avez des armes qui sont très souvent transportées. Vous avez même des matières premières en République démocratique du Congo. On transportait, même du côté du Mali, il était transporté de l'or dans les voitures, les véhicules diplomatiques. Quelquefois, il est transporté des mineurs parce que nous sommes dans des réseaux de trafic humain. Quelquefois, il est même transporté, n'est-ce pas, des mineurs dans ces voitures. Donc, c'est donc une erreur que ces voitures-là ne soient pas contrôlées. Voilà la situation, le tableau, monsieur, si vous voulez, Steve Ngos, dans lequel nous sommes engagés, nous sommes soumis, du fait justement des sortes de complaisance, de complicité tacite de nos autorités. Merci à vous, Albert Anatola, ici. En tout cas, le tableau est très noir. Malheureusement, c'est très noir dans un contexte qui je vous ai tout à l'heure indiqué que les ONG, pourquoi est-ce que les ONG ne perdent pas en Côte du Nord, ou bien en Chine, ou alors en Russie? Pourquoi il y a comme une sorte de pléthore de ces ONG sur le continent africain? Parce qu'ils ont d'autres projets. Autre projet, dans tous les cas, nous resterons vigilants. Merci à vous, Albert Anatola, ici, d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous également, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis. Nous faisons un clin d'œil à Jean-Philippe Degbe. En tout cas, à toi, merci. Bonne journée à toutes et à tous.